Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'écrivain Jean-Christophe Rufin. On va parler de son livre Les Flammes de Pierre, mais on va mieux vous connaître, Jean-Christophe Rufin, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Jean-Christophe Rufin. Bonjour. Vous avez une feuille de route impressionnante. Vous avez fait 1000 choses. Vous êtes écrivain, académicien, mais aussi médecin, figure de l'action humanitaire, diplomate et passionné d'alpinisme. Vous êtes la preuve qu'on peut avoir 1000 vies. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Jean-Christophe Rufin, vous êtes né à Bourges et c'est là que vous avez grandi, au pied des flèches de la cathédrale. Une enfance solitaire et calme auprès de votre mère et de vos grands-parents. Vous êtes un enfant rêveur, un peu isolé. À la maison, vous n'avez pas de téléphone et pas de télévision. Ah oui, c'est l'époque. Hein. Ouais. Chez moi non plus. Hein. Ouais. Votre seule ouverture sur le monde, ce sont les livres. Et ce qui a commencé à vous passionner très jeune, c'est l'histoire de votre région. À 7 ans, vous dévorez les manuels de Mallet et Isaac. Vous collectionnez les soldats en plastique qu'on trouve dans les boîtes de café. Dedans, vous en savez des choses. Ouais. Moi, je savais pas non plus. Quand on est enfant, il y a l'école et puis il y a les vacances. Mais pas pour vous, Jean-Christophe Rufin. Jusqu'à vos 10 ans, vous ne partez pas en vacances. Vous restez à Bourges avec vos grands-parents. Et votre grand-père, qui avait été déporté pendant la guerre pour fait de résistance, n'est pas des plus causants. Quand vous découvrez finalement les vacances à la mer, là ce n'est pas un bon souvenir puisque sur le trajet en voiture, il y a les virages de la Chaise-Dieu qui vous font vomir et vous vous faites gronder parce que vous êtes malade. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que vous avez fait médecine? Oui, j'aurais dû. J'arrivais sur la côte, j'étais complètement lessivé. Non, j'ai détesté ça. Ouais. Jean-Christophe Rufin, vous partez ensuite vivre à Paris. Vous êtes scolarisé au lycée Janson de Sailly dans le 16e arrondissement dont vous vous faites exclure. Ah oui, Ouais. sur quel motif? Ils m'ont foutu à la porte. Je pense que ma mère s'occupait pas beaucoup de moi, elle travaillait, la pauvre, et donc j'étais pas très conforme à l'époque. C'était vraiment le lycée de la bourgeoisie, et donc c'était pour des raisons sociales, je dirais. Et vous n'étiez pas un bourgeois? Vous vous sentiez déclassé? Ah oui, tout à fait. C'est drôle parce que ils ça m'en fait sentir d'ailleurs. C'est drôle parce que c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le personnage de Rémi qui se sent déclassé une fois qu'il monte à Paris, ce guide de montagne, et oui. qui n'a pas les codes parisiens. Exactement. Moi, j'ai été exactement dans cette situation et c'est drôle parce que j'en veux pas grand monde dans la vie, mais ce lycée Janson de Sailly, moi, ils m'ont proposé d'être ancien élève, machin, j'ai dit allez vous faire voir. Après le bac, vous partez à la montagne avec une copine du côté de Tignes. Vous découvrez la randonnée et l'alpinisme et vous attrapez le virus des cimes. Dès lors, la montagne aura une grande importance dans votre vie. Vous multipliez les stages d'initiation à l'alpinisme du club alpin français. En 1969, vous vous inscrivez en fac de médecine à la Pitié-Salpêtrière. Vous étudiez année après année jusqu'à l'internat de Paris où vous êtes reçu 39e sur 300. Oh là là, mais quelle précision. Mais j'en ai pas. Non, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y avait un classement. Il y a toujours le classement ou pas? Non, mais à l'époque, c'était un internat par ville. C'était l'internat dans sa forme napoléonienne. Et puis maintenant, ça n'existe plus. C'est un internat national. Mais donc, il y avait un classement, oui. Pendant vos études, vous faites ce que l'on appelle un service civil qui consiste à exercer la médecine dans un pays en développement. Vous choisissez la Tunisie et là-bas, vous achetez une vieille Peugeot que vous démontez totalement, vous la disséquez, vous mettez tout dans la rue, puis vous la remontez et vous partez avec pour traverser le Sahara. Preuve que vous aimez tout comprendre par vous-même et que vous êtes un aventurier dans l'âme. À l'époque, on pouvait tripoter les voitures, il n'y avait pas d'électronique, Ouais. alors c'était facile. Mais pourquoi l'avoir démonté? Pour apprendre à la remonter. Non, mais parce que dans le Sahara, il n'y a pas de garage, hein, ça n'a pas échappé. Et à l'époque, c'est vrai que c'était le plus grand danger, c'était de se retrouver en panne au milieu de rien. Donc, c'était en prévision de... Ouais. Jean-Christophe Rufin, après vos études de médecine, et parce que ça ne vous suffit pas, vous étudiez à Sciences Po. Mais l'humanitaire vous rattrape. Vous vous engagez aux côtés de Médecins sans frontières en Éthiopie, au Nicaragua, en Afghanistan. Ces missions vous inspirent votre premier essai, Le piège humanitaire, une réflexion sur l'instrumentalisation des politiques d'aide. Vous devenez aussi directeur médical d'Action contre la faim. Je me souviens de ce livre, je l'avais lu, je me souvenais pas que c'était vous. Vous n'êtes pas fait que des copains avec ce livre. Non, mais c'est un livre utile quand même, parce que ça a permis vraiment de réfléchir à ce qu'on faisait et montrer qu'il y avait une mémoire dans l'humanitaire. Chaque fois, c'était pas quelque chose de nouveau, c'était... Et de montrer le sens des choses et des limites. Je me souviens de ceci. Ah ouais. Puis vous vous
vous tournez vers la diplomatie. C'est comme ça que vous devenez conseiller du secrétaire aux droits de l'homme, Claude Malhuret, puis attaché culturel et de coopération au Brésil. De retour en France, vous vous mettez à écrire. Mais votre premier livre n'a jamais été publié. Il se déroule au Vietnam, à Hanoï, après la Seconde Guerre mondiale. Mais comment vous savez tout ça? Elle sait beaucoup de choses. Les Attendez, éditeurs, ils vous appellent pour vous dire que la première partie est pas mal, mais que la suite est trop mauvaise pour être publiée, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et ils m'ont sauvé la vie d'ailleurs, parce que s'ils avaient publié ça, je crois que j'aurais pas forcément fait la carrière que j'ai faite après. Oui. Non, il faut toujours sauter le premier roman, de toute façon, passer au deuxième, tout de suite. Jean-Christophe Rufin, vous ne vous découragez pas pour autant, vous avez des contacts d'éditeurs et ils vous ont encouragé à continuer. En 1995, vous vous enfermez 3 semaines pour écrire. 2 ans plus tard, votre premier roman, L'Abyssin, est publié, récompensé du prix Goncourt du premier roman, encensé par la critique et énorme succès en librairie. 15 semaines sur la liste des best-sellers. Le grand public découvre Jean-Christophe Rufin, écrivain, et ce n'est que le début. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci. Ouais, c'est impressionnant. Elle s'est arrêtée même avant le concours. Oui, c'est une psychanalyse, c'est une archéologie, tout ça. Ouais. Oui, mais tout est juste. Merci beaucoup. Je crois que c'est Lamartine qui disait, faut traverser une petite vie avant d'arriver à une grande vie. C'est vrai que je prétends pas avoir une grande vie, mais disons que il y a un accomplissement, des titres, des honneurs, etc., qui cachent un peu la façon dont les choses se passent, qui sont beaucoup plus simples. Et je pense que même pour les plus jeunes, quand ils me demandent qu'est-ce qu'il faut faire, machin, je les renvoie plus à cette période-là, c'est-à-dire une période où on ne sait pas où on va, où tout est possible, où on part un peu dans toutes les directions, puis où les choses, se mettent en place. Parce qu'après, c'est moins intéressant. Non, mais ce qui est impressionnant chez vous dans votre parcours, ce sont pas les titres ni les honneurs, quoique ça compte quand même, c'est la quantité de savoir que vous possédez. Vous êtes la seule personne que je connais qui sait faire de l'alpinisme, qui a eu le prix Goncourt et qui sait démonter une 404. Sans parler de l'humanitaire et de la lutte quand vous étiez ambassadeur contre les réseaux terroristes. Non, mais c'est la même chose tout ça. C'est-à-dire que, oui, parce que la médecine et la mécanique auto, si vous voulez, c'est pas très différent. C'est c'est un peu du bricolage. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai pas fait de la biologie, j'ai pas fait des choses théoriques. J'aime bien quand quand il faut visser des boulons. Et écrire un roman, c'est pareil, c'est beaucoup de boulons à visser. Et vous écrivez très, 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 très vite. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Nous, on se